A priori, on avait prévu, comme vous le savez sans doute, d'interroger Clément Terme sur la stratégie de Téhéran face à Washington. Mais entre-temps, la crise du Golfe est devenue beaucoup plus aiguë et elle appelle sans doute d'autres réflexions. Comme vous le savez, il y a eu l'attaque le 14 septembre contre les raffineries de l'Aramco qui ont temporairement bloqué la moitié de la production de pétrole saoudienne. Donc, qui a organisé cette attaque et pourquoi? Et puis, je dirais aussi, et peut-être même surtout, pourquoi cette opération et ses conséquences sur le marché pétrolier n'ont pas entraîné de riposte militaire, jusqu'ici en tout cas, ni saoudienne, ni américaine. J'ajoute ni israélienne, mais enfin les Israéliens étaient très occupés, comme vous le savez, par leurs propres élections, même si Netanyahou est très doué pour les opérations militaires, mais là, ça aurait fait un peu trop dans le calendrier qui était le sien, qui est toujours le sien d'ailleurs. Il y a eu, cela dit, il faut quand même le dire, un durcissement de la position américaine avec des sanctions, une nouvelle louche de sanctions, et puis l'envoi, en tout cas annoncé, de renforts dans le Golfe. Alors on va essayer de réfléchir ensemble au pourquoi et au comment de cette nouvelle étape avec Clément Terme. Alors il est jeune, mais il a un CV long comme un jour avec plein de pain. Donc il est docteur en histoire internationale, il est spécialiste de l'Iran, il est chercheur postdoctorant pour le programme Nuclear Knowledges du CERI à Sciences Po Paris. Il a auparavant été chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, assistant de recherche pour le programme Moyen-Orient de l'IFRI et chercheur à l'Institut français de recherche en Iran. Alors, tu connais la formule, donc tu as 25-30 minutes pour présenter un peu ta vision globale, et ensuite, nos amis ont 1 heure pour t'applaudir, te siffler, protester, accepter, nuancer, enfin ce qu'ils voudront. Il y a de quoi débattre de toute évidence, il n'y a pas de vérité révélée sur cette question qui est une des crises sans doute les plus complexes auxquelles le monde doit faire face, avec des conséquences éventuelles très graves. On peut aller vers une guerre généralisée. Donc c'est à toi. Merci beaucoup Dominique. Et tout d'abord, merci à l'IREMO et à son président Jean-Paul Chagnolot pour continuer à organiser toutes ces conférences et ces débats et permettre surtout une liberté d'expression totale dans ce cadre ici à l'IREMO. C'est très important, notamment quand on parle du Moyen-Orient, parce que même s'il n'y a pas de vérité révélée, il y a des récits, il y a une guerre de la propagande. Et c'est vrai qu'avec l'escalade qu'on connaît depuis les débuts de l'administration Trump, selon les sources d'informations auxquelles on a accès, on a des lectures très différentes des tensions actuelles dans la région. Alors c'est vrai que cette escalade a été débutée sur la question du nucléaire iranien avec le retrait des États-Unis de l'accord donc en 2018, et on voit les effets aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette escalade avait été annoncée. Si vous regardez par exemple les mémoires de John Kerry, qui était secrétaire d'État du président Obama, il a un chapitre consacré à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 qui s'appelle « Éviter une guerre avec l'Iran ». Donc aujourd'hui, si vous voulez, si vous relisez la production intellectuelle qui était aux États-Unis, évidemment, sur cette question de pourquoi il faut négocier avec l'Iran, les prédictions ou les évaluations qui étaient faites à l'époque s'avèrent aujourd'hui assez pertinentes. Donc ça, c'est un point important qui contre un peu, si vous voulez, le discours du président Trump, qui a affirmé depuis son élection qu'il allait signer un meilleur accord avec l'Iran. Et donc, ce n'est pas une déclaration qui s'est vérifiée dans les faits. Après, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir à la fois le point de vue de l'Iran et des pays de la région. Parce qu'un des éléments principaux, c'est souvent, quand on parle du Moyen-Orient, c'est souvent le Moyen-Orient vu de Washington, des débats notamment que je viens d'évoquer entre démocrates et républicains, et les analyses des think tanks, etc., parlent souvent plus d'eux-mêmes que de la région. Ça, c'est un des premiers constats que j'ai fait dans mon travail précédent, c'est de voir à quel point les questions de politique interne sont décisives dans la manière d'envisager l'Iran et les tensions, les pétromonarchies du Golfe.
Donc ça, c'est une évolution intéressante depuis la fin de la guerre froide, c'est que ces questions sont devenues des questions de politique interne. Et donc c'est plus difficile d'avoir une opinion basée sur ce qui se passe vraiment dans la région et comment les populations de la région perçoivent cette réalité. Donc je dirais sur cette question de la guerre et du risque d'un conflit que personne ne souhaite un conflit dans la région. Aucune des opinions publiques de la région ne souhaite un affrontement. Et comme j'ai vécu à la fois en Iran et puis sur la rive arabe du Golfe Persique, un des points communs, c'est que finalement, il y a une fatigue de la guerre. Parce qu'il y a déjà beaucoup de conflits dans la région. Il y a la guerre en Syrie qui n'est pas terminée, il y a la guerre en Irak, la guerre au Yémen. Donc, est-ce qu'on la région peut se permettre un nouveau conflit ? Unanimement, au printemps, quand il y a eu les premières tensions liées aux tankers et aux attaques aux Émirats arabes unis, les États de la région ont répondu non. Donc, si vous voulez, le risque qu'il y avait à avoir un Iran puissant, par exemple, ou la peur qu'il y a du côté arabe des réseaux d'influence de l'Iran est passé au second plan, et le risque d'une guerre est passé au premier plan. Donc c'est pourquoi, par exemple, un pays comme les Émirats arabes unis ont changé de position, se sont retirés, en tout cas officiellement, de la guerre au Yémen, et ont commencé à adopter une diplomatie plus ouverte vis-à-vis de Téhéran. Ensuite, je pense que cette peur de la guerre est partagée aussi en Iran, parce que, certes, les Iraniens sont attachés à leur souveraineté par nationalisme, etc., mais un effondrement du pays, ils voient les exemples de la Syrie, ils voient les exemples de l'Irak, de l'Afghanistan, et donc il y a cette crainte d'un État failli. Donc à la fois le peur d'une guerre et cette question de l'État, même s'il y a une tradition étatique plus ancienne en Iran que dans les pays arabes, il y a cette crainte d'une déstabilisation régionale qui est au premier plan des préoccupations de la région. Ensuite, je pense qu'il y a la dimension économique qui est très importante. Donc à la fois ce qui concerne les sanctions, puisqu'aujourd'hui l'Iran, sur la dernière année iranienne, donc mars 2018, mars 2019, a connu une récession de 4,9%. L'Iran est retourné au niveau économique, au niveau de développement de 2015. Donc les effets positifs de l'accord sur le nucléaire se sont évaporés pour l'Iran, mais il n'est pas encore passé en dessous de ce niveau-là. Donc pour tous ceux qui annoncent en Occident le désastre économique complet, l'effondrement comme le Venezuela, ce n'est pas encore ce qui s'est produit. Peut-être ça arrivera si l'escalade économique continue. Et de l'autre côté, la peur, si vous voulez, et le changement de position s'explique parce que, certes, ces pays ont soutenu pendant longtemps, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats, le containment économique de l'Iran, donc l'adoption et le changement de position de l'administration Trump. Mais aujourd'hui, le risque d'une guerre menace la prospérité de toute la zone. Donc cet élément économique aussi, du point de vue des pays arabes du Golfe Persique, est très important. Et donc en ce sens, pour répondre à ta question plus précisément, l'attaque contre les installations pétrolières et le champ saoudien sont un message très clair à l'Arabie saoudite. Parce qu'avec un coût minime sur le plan militaire, ils ont réussi à réduire de moitié la production de pétrole saoudienne, en sachant que les sanctions américaines ont réduit la production iranienne à un quart de ce qu'elle était avant les sanctions. Donc il y a encore, si vous voulez, du côté saoudien, un sentiment de pouvoir... Il y avait avant, en tout cas, ce sentiment de pouvoir bénéficier de l'effondrement de l'Iran aussi. Parce que l'affaiblissement des exportations pétrolières iraniennes bénéficie à l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est un élément important. Et plus largement, s'il y a un missile qui tombe sur Dubaï, Dominique Vidal a dirigé un numéro de manière de voir sur les pétromonarchies Mirage, si vous voulez, ça peut menacer toute la stabilité du système. Parce que si les expatriés quittent en masse la région, c'est tout le modèle économique de ces pays qui sera remis en cause. Donc je pense que cette escalade limitée, puisqu'il n'y a pas eu de mort dans l'attaque contre l'Arabie saoudite, sur le plan tactique, a produit un effet certain sur les pays de la région et a augmenté cette peur d'une guerre. Maintenant, le problème, c'est comment sortir de cette impasse et de ces tensions militaires. Tant que la politique américaine de sanctions massives contre le pétrole iranien est en place, l'Iran ne pourra pas exporter plus de 200, 300 000, on dit, barils de pétrole par jour vers la Chine et la Syrie principalement.
Donc, et l'Iran souhaite exporter au minimum 1 million de barils jour. Et l'Iran avait signé l'accord sur le nucléaire pour exporter 2,5 millions de barils jour. Donc on est très loin des attentes iraniennes. Et là, il y a un point qui va, à mon sens, décider de l'avenir de la région. Soit on va assouplir cet embargo et on va permettre une désescalade, ou soit les États-Unis vont persévérer dans cette ligne dure et on n'est pas à l'abri de nouveaux incidents dans la région. Alors après, est-ce que l'Iran... Une autre des questions qui se posent, c'est les relations entre l'Iran et les réseaux d'influence dans la région. Est-ce que l'Iran a un contrôle total sur les Houthis au Yémen? Est-ce que l'Iran contrôle le Hezbollah libanais? Comment fonctionnent ces relations entre l'Iran et ses alliés dans la région? Le premier point, c'est de dire qu'il y a une tradition de ces réseaux transnationaux chiites qui remonte à avant la révolution iranienne, puisque le Shah d'Iran avait aussi des relations avec Moussa Sadr au Liban et avait une influence au sud du Liban. Il y avait aussi des relations avec les Kurdes irakiens, donc qui sont des groupes non étatiques. Donc c'est pas non plus une nouveauté. Souvent on essaye, et tout le débat autour, vous savez, de l'Iran, est-ce que l'Iran est un État normal ou pas? Pour les États-Unis, c'est un État voyou. Donc après il y a eu l'axe du mal. À l'époque d'Obama, c'était un État préoccupant. Aujourd'hui, à l'époque de Trump, ça dépend les jours. Certains jours, le président Rouhani est super, et puis le lendemain, il va détruire l'Iran. Donc on ne voit pas clairement, mais si vous voulez, l'entourage du président américain est plutôt sur la ligne dure de l'époque de W. Bush. Donc ça, cette catégorisation de l'Iran... Moins Bolton. Moins Bolton, mais le nouveau conseiller à la sécurité nationale, Bolton, a écrit la préface de son livre. Donc on est dans une filiation intellectuelle quand même. Donc il n'y a pas de rupture dans ce sens. Et les analystes qui travaillaient sur l'Iran à l'époque du président Obama ne sont plus dans l'administration Trump. Donc il y a une nouvelle équipe qui travaille et toutes les nominations du côté américain, et ça c'est intéressant, c'est spécial à l'Iran parce qu'il n'y a pas d'ambassade des États-Unis en Iran, ne sont pas des diplomates de carrière, ce sont tous des nominations politiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après plusieurs années d'administration Trump, au sein de l'appareil bureaucratique américain, tous ceux qui sont en charge du dossier iranien pensent comme le président Trump, ou comme en tout cas ses conseillers, c'est-à-dire sont sur une ligne très dure de pression maximale. Tous ceux qui étaient en désaccord dans le système américain avec la ligne de pression maximale ont été mis de côté. Donc ça c'est un point important, et c'est important parce que selon comment on analyse la République islamique, soit comme un État comme les autres, ou soit comme un État particulier, ou toutes les catégories que j'ai mentionnées auparavant, on va décider de politiques qui sont différentes. Soit on va développer une politique de dialogue, une politique de détente, ou soit on va être dans une politique d'escalade. Et donc cette politique d'escalade a été décidée sur le changement d'analyse de la nature du régime iranien. C'est ça qui justifie le changement de politique américain. Et ça, dans la région, c'est un débat qui existe également. Parce que les Émirats arabes unis, par exemple, étaient sur la même position que les durs aux États-Unis en raison de cette perception de l'Iran comme un État particulier. Souvent, ce qu'on entend sur la rive arabe, c'est quand on parle avec l'Iran, on a le choix entre parler avec le président ou le guide, ou les institutions élues et les institutions révolutionnaires. Il y a un décalage. L'Iran a plusieurs positions en même temps. Après, la question, c'est est-ce que c'est spécifique avec l'Iran? Est-ce que les autres États de la région n'ont pas également des diplomaties complexes avec plusieurs centres de décision? Ça, c'est un véritable débat qu'on pourra approfondir dans les questions. Mais en tout cas, selon l'analyse qu'on va privilégier, on aura à la fois une politique étrangère spécifique et spéciale par rapport à l'Iran et un récit médiatique qui va s'inscrire dans le cadre de cette politique. C'est ça qui est intéressant. Parce que, par exemple, en France, de 2005 jusqu'à l'élection du président Macron, on était aussi dans cette catégorisation de l'Iran comme État particulier. Et donc, l'Iran avait un traitement particulier également dans les médias, où on avait accès, si vous voulez, les principaux thèmes qui sont évoqués ici, c'est le terrorisme, les femmes, la bombe atomique. Donc, si vous voulez, c'est des sujets récurrents qui sont liés à la fois dans la définition des diplomaties, notamment en Occident, et qui sont souvent repris par les grands groupes de médias, parce que la demande médiatique va correspondre à l'offre diplomatique. Et donc ça,
du côté arabe du Golfe, ce qu'on a vu et qui était nouveau ces dernières années, c'était ce rapprochement entre les pétromonarchies du Golfe et Israël. Cette question iranienne prenait le dessus, par exemple, sur la question palestinienne. Et, par exemple, on entendait souvent sur la rive arabe du Golfe des déclarations de ministres qui disaient, ou de la Ligue arabe, que l'occupation israélienne des terres arabes était équivalente à l'occupation, entre guillemets, iranienne des terres arabes. Donc il y avait cette symétrie qui était faite, et ça c'était nouveau du point de vue arabe, de placer l'Iran au même niveau qu'Israël. Ça c'était quelque chose qui n'avait pas lieu avant l'administration Obama ou l'administration Trump. Et donc cette tension, cette polarisation dans la région, ce nouvel axe, en fait, est en train, à mon avis, de disparaître, ou en tout cas les contradictions sont en train d'apparaître au grand jour, parce qu'il y a aussi les prismes médiatiques qui exagèrent, si vous voulez, les évolutions, du fait du risque de conflit. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui change la donne dans la région. Et le fait que les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël n'aient pas répondu militairement à la frappe contre les installations pétrolières saoudiennes est un signe, si vous voulez, de cette évolution géopolitique régionale. Après, ça ne veut pas dire que s'il y a encore d'autres incidents, parce que les causes sont toujours là, donc l'embargo pétrolier contre l'Iran, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réponse. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse immédiate est déjà un élément. Ensuite, est-ce que cette question économique, on a aussi parlé des prix du pétrole qui n'explosent pas pour l'instant. Alors là, c'est vraiment une question économique, c'est-à-dire qu'il y a aussi la tension commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il y a beaucoup de facteurs économiques qui expliquent aussi cette situation du marché pétrolier. Mais je pense que si les tensions perdurent, le risque géopolitique, la prime, si vous voulez, de 10 $ ou 20 $, le prix va augmenter. C'est pour ça que le président Macron, par exemple, quand il justifie sa médiation sur l'Iran, il parle à l'opinion publique française des prix à la pompe. Donc, comme justification de son action et d'éviter une guerre. Parce que, vu que c'est une zone où il y a la majorité des réserves pétrolières, il y aura des effets sur les économies occidentales. Donc ça aussi, ça change, si vous voulez, la perception des pays occidentaux vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la situation de la région. Parce que c'est vrai que j'ai parlé surtout des pays de la région, mais même vu d'Europe ou des États-Unis, puisque la crise peut provoquer une explosion des prix pétroliers s'il y a une escalade régionale, il y a, disons, la nécessité pour tous de trouver une solution. Et c'est ce qui explique les négociations, les débats. Après, est-ce que c'est possible? Est-ce que la stratégie iranienne va permettre, ou la complexité du processus de prise de décision en Iran peut permettre à une médiation de réussir à la fois sur les tensions régionales et puis sur la tension Iran-États-Unis, qui est quand même à l'origine de l'explosion des tensions régionales? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est que l'administration Trump, en adoptant une stratégie ouvertement anti-iranienne, a, si vous voulez, décomplexé des pays de la région, notamment Israël, l'Arabie saoudite, et a conduit à cette escalade, par effet de domino. Maintenant, je pense que, compte tenu du changement de perception au niveau local, ces pays-là peuvent aussi jouer un rôle d'apaisement et de pacification de la diplomatie américaine, pour le coup. Parce que si, par exemple, les Émirats arabes unis, ils passent de la crainte des réseaux d'influence de l'Iran à la crainte d'une guerre régionale, ils vont aussi inciter le président américain à avoir une politique plus modérée vis-à-vis de l'Iran. Donc c'est vrai que là, on est dans une phase disons, depuis le printemps, hein, c'est un processus qui continue. On ne sait pas si ça va déboucher sur une escalade. En tout cas, c'est vrai que du point de vue local, il y a une crainte d'une guerre, les gens en parlent, et c'est un sujet de conversation. Donc, à partir du moment où les populations concernées se soucient en fait du risque de conflit, ça veut dire que c'est une réalité, parce que c'est les premiers touchés qui sont les premiers sensibilisés. En tout cas, les gens suivent avec attention l'actualité, si vous voulez. Alors après, est-ce que des puissances externes à la région peuvent jouer un rôle? Alors, pour rentrer vraiment dans le sujet d'aujourd'hui, l'Iran, les États-Unis, je dirais oui, notamment la Suisse et Oman. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la discrétion, la modestie de leur diplomatie et leur neutralité. C'est-à-dire que c'est trois éléments majeurs pour réussir une médiation. Quand le président suisse se rend à Washington pour discuter de l'Iran avec le président Trump, il n'y a aucune déclaration à la suite de la rencontre. Les Suisses ne parlent pas. Ils jouent le rôle de boîte aux lettres. Ils se contentent de communiquer les messages. Ils ne se mettent pas en avant
du fait de jouer leur rôle de médiateur. Oman, c'est parce que dans la région, le sultanat d'Oman a réussi la performance d'avoir à la fois des bonnes relations avec Israël, on a eu la visite du Premier ministre Netanyahou, l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'ailleurs, on voit beaucoup de business qui étaient aux Émirats Arabes Unis, du fait de la pression américaine, aller vers Oman. Donc les relations économiques entre l'Iran et Oman explosent du fait de la pression américaine qui est exercée sur Dubaï et les Émirats. Donc les Émirats sont victimes aussi de la politique américaine aujourd'hui. Donc si vous voulez, l'intérêt qu'avaient certains États de la région à l'escalade, à mon avis, n'est plus tellement d'actualité. Donc il faut se méfier quand vous entendez par exemple le discours sur les quatre, là, Mohamed, il y avait John Bolton, Ben Zayed, Ben Salman et Benjamin. Je pense que c'est pas une réalité, c'est pas un alignement complet. Il y a des intérêts qui sont totalement différents et c'est pour ça qu'il faut déconstruire, à mon avis, tous les discours de propagande qui sont produits dans chacun des États concernés par la crise du Golfe, parce que chaque dirigeant va produire un discours qui est en lien avec ses propres intérêts. Et malheureusement, vu que cette crise peut avoir des conséquences, notamment à la fois régionales et internationales, c'est vrai que les enjeux sont importants. Donc, il est très difficile, si vous voulez, d'avoir un alignement complet des intérêts sur cette même crise. C'est impossible. Donc, mais c'est vrai que la surprise, encore pour revenir à cette attaque sur les installations pétrolières saoudiennes, c'est que l'attaque était plutôt annoncée sur les petits Émirats, le Qatar, par les experts, sur les Émirats, comme moyen de répondre sans déclencher une escalade. Ce qui est intéressant, c'est qu'en franc-parler saoudien, les partisans de l'Iran, on va dire, pour rester neutre, ont montré à la fois que le fait d'avoir un budget militaire de plusieurs dizaines de milliards n'était pas une garantie pour sa sécurité, et aussi que si l'Iran ne pouvait pas avoir de prospérité économique, ça toucherait également les pays de la région. Parce qu'après l'accord sur le nucléaire, il y avait tout un discours qui avait émergé aussi au niveau régional, au Pakistan, aux Émirats, comme quoi le développement économique de l'Iran, et ça c'était un peu l'aspect positif, si vous voulez, de l'accord voulu par Obama, allait bénéficier à l'économie régionale. Et là, au contraire, on voit que à la fois la récession dont j'ai parlé pose des problèmes, par exemple, à Dubaï. Parce que Dubaï, quand l'Iran est un pays immense, quand l'Iran a des difficultés économiques, il y a des conséquences pour les voisins qui font du business avec l'Iran parce qu'il y a moins d'argent, les Iraniens peuvent moins aller à Dubaï, etc. Donc il y a un effet, mais aussi parce que s'il y a une insécurité qui s'installe dans la région, c'est la croissance économique de tous. Donc là, l'Arabie Saoudite va perdre des points de croissance. Et donc, ils ne vont plus voir l'escalade vis-à-vis de l'Iran comme une opportunité en termes économiques. Donc, mais on est toujours sur ce point de voir une guerre économique, une confrontation économique devenir une confrontation militaire. Et c'est là où je pense que c'est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le pétrole, même à l'époque de la mondialisation libérale, reste quand même une denrée qui est vraiment particulière, qui est stratégique et qui est liée à la sécurité, qui est liée à cette question-là. Mais ça pose aussi question, et ça c'est un autre débat, sur l'état de la démocratie dans la région. Hein. C'est lié. C'est-à-dire le fait d'avoir du pétrole, est-ce que ça permet d'avoir un système politique démocratique? Et c'est lié à cette dimension sécuritaire, mais là pour l'aspect interne. Et qui est important, parce qu'on discutait avant, est-ce qu'une opinion publique dans un régime autoritaire a un rôle aussi important que l'opinion publique peut avoir aux États-Unis ou en France? Par exemple, si on demande aux Américains, ils sont contre une guerre. Donc ça joue un rôle dans la décision du président Trump de ne pas attaquer l'Iran, par exemple. Mais est-ce que le fait que les pays de la région ne soient pas démocratiques joue un rôle parce que j'ai dit que les opinions publiques sont opposées. Donc c'est pour ça que cette lecture aussi de la situation régionale à travers cette question démocratique est importante. Et donc c'est pour ça qu'on craint une guerre aussi. C'est parce que ces gouvernements-là peuvent prendre des décisions pour des raisons sécuritaires purement, parce qu'ils ont moins la dimension électorale, elle est moins pressante, disons. Voilà, je vous remercie. Peut-être, avant de donner la parole à nos amis, une question subsidiaire, mais qui n'est pas sans importance. Quand tu dis l'Iran, tu dis qui?
quand tu dis les États-Unis, tu dis qui, au fond, qui dirige le jeu géopolitique, économique, militaire dont tu as parlé. Parce que, par exemple, sur l'Iran, on entend beaucoup Rouhani, on entend beaucoup le ministre des Affaires étrangères, mais est-ce qu'ils ont vraiment un rôle capital dans la décision de la politique de l'Iran? De la même manière, on pensait tous, je pense, plus ou moins, enfin en tout cas moi, que Trump était entouré d'une bande de gens porteurs d'une ligne dure, dont Bolton était le symbole, indépendamment de son activité de préfacier, que tu m'apprends. Visiblement, dans l'affaire qui nous occupe depuis le 14 septembre, Trump a plutôt été guidé par des préoccupations qui n'étaient pas des préoccupations de ligne dure, mais, à mon avis, peut-être électorales. C'est-à-dire s'engager dans une guerre ou dans ce qui pourrait devenir une guerre généralisée à 1 an d'une élection présidentielle, sachant quand même combien de temps ont duré les guerres d'Afghanistan, d'Irak, etc. C'est un risque énorme. Peut-être il a voulu l'éviter, quoi. J'essaye de... Donc, qui est qui, quoi, quand on... Et qui pèse vraiment sur les choix? Alors là, il y a 2 réponses. La première réponse, c'est sur pourquoi la stratégie américaine a échoué de pression maximale. C'est parce que, si vous voulez, elle était fondée sur des principes idéologiques et non pas sur une analyse de la situation interne en Iran. C'est-à-dire que la politique de pression maximale va renforcer les durs en Iran et va réduire le rôle des modérés. Alors comment ça fonctionne? Alors il y a un article qui est paru dans la revue Democratization en 2018 sur le guide suprême et ce qu'on appelle en Iran les Khodi et les Khairé Khodi, ceux qui sont à l'intérieur du système et ceux qui sont à l'extérieur du système. Et c'est une catégorisation qui date des années 90, donc après la mort de l'ayatollah Khomeini. Et c'est décisif pour comprendre l'attitude de l'Iran et comment on prend des décisions en Iran. Donc les modérés et les réformateurs, si vous voulez, dans ce système où le principal décisionnaire est le guide suprême, leur rôle, c'est d'éviter la fragmentation des élites. Parce que dans tout processus révolutionnaire, donc je ne répondrai pas à la question de l'Iran est anormal ou pas, mais en tout cas, l'Iran est le produit d'une révolution. Donc il y a la question de la légitimité. Et cette question de la légitimité est double, parce qu'il y a à la fois la légitimité révolutionnaire, et donc qui est exclue, et la légitimité populaire, puisqu'il y a quand même des élections en Iran. Et donc cette tension entre les deux explique le rôle des modérés. Les modérés sont là pour, quand la légitimité révolutionnaire a été rétablie, ce qui est le cas en Iran, si vous voulez, après 2009-2010 et la répression du mouvement vert, on peut retourner à la légitimité populaire. Mais quand la légitimité populaire est menacée, en 2009-2010 par un mouvement de démocratisation par le bas qui vient de la société, qui échappe au contrôle du régime, à ce moment-là, on utilise la légitimité révolutionnaire pour réprimer. Et donc ça veut dire qu'un État comme l'Iran peut avoir un discours, entre guillemets, démocratique pour organiser des élections et des pratiques autoritaires pour réprimer et que le processus électoral n'échappe pas au système. Et donc, ils ont cette étude que je mentionne, à partir des discours du guide suprême, en fait, explique comment les modérés sont instrumentalisés par le système pour faire perdurer l'état de la République islamique. Donc c'est toujours un conflit, si vous voulez, entre la raison d'État et l'idéal révolutionnaire. Et donc là, le problème de la politique américaine, c'est qu'elle a relégitimé la révolution dans son anti-américanisme, qui est fondateur de la République islamique en 1979. Et donc, elle a affaibli les modérés qui, eux, recherchaient la légitimité populaire. Et parfois, la légitimité populaire est pro-américaine, parce qu'elle est pro-business. Les gens se soucient d'abord du développement économique. Et donc, c'est là où il y a à la fois une faiblesse de l'Iran, c'est-à-dire du régime iranien de la République islamique, et c'était le pari de l'administration Trump qui, pour l'instant, a échoué, c'était de dire, en fait, moi, je peux offrir au peuple iranien le développement économique, mais la réponse du régime vis-à-vis de sa population était de dire si vous avez le développement économique, vous aurez un désastre sécuritaire. Et regardez l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, ils ont montré les pays de la région. Et donc, ils ont présenté comme un jeu à somme nulle le développement économique et la sécurité. Donc, du côté iranien, très clairement, c'est le guide suprême, les gardiens de la révolution et ce qu'on appelle l'État profond, si vous voulez, les services de sécurité qui dominent, puisque les liens de business sont aussi liés avec les réseaux de sécurité.
Parce qu'il y a la peur dans la région d'un effondrement de l'État. Donc c'est aussi basé sur des peurs de la population vis-à-vis d'un risque de déstabilisation. Parce qu'il y a des pays en guerre autour également. Donc il y a des raisons aussi objectives. Mais c'est l'incapacité, si vous voulez, des gouvernements successifs depuis 40 ans de présenter un système qui peut à la fois assurer le développement économique et la sécurité. Du côté américain, il y a une politique contradictoire qui est à la fois liée aux instincts électoraux de Trump, qui à la fin, lui, mène une politique pour rencontrer un dirigeant iranien, à la fin n'importe lequel, le président, le guide. Bon, au début, il ne devait pas être très bien informé, donc il essayait de rencontrer le guide, mais il ne savait pas que le guide, depuis 89, ne voyageait pas. Donc il fallait que lui-même se rende en Iran. Alors il a déjà été en Iran, hein, Trump, à l'époque du Shah. Voilà, pour ouvrir des casinos, voilà, pour un business. Il y a des photos de Trump en Iran. Donc, mais ça prouve rien, si vous voulez. Le fait qu'il soit allé en Iran à l'époque du Shah, au contraire, montre qu'il serait plutôt dans une dynamique d'avoir une politique plus dure vis-à-vis de l'Iran. Mais dans la construction de sa politique, il a quand même une expérience. Donc ça compte. Mais je pense que l'erreur qu'il a fait, c'est de renforcer les durs par sa politique en disant qu'il voulait une négociation. Mais l'effet de sa politique, c'est de renforcer le groupe en Iran qui ne veut pas négocier avec lui. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation de blocage aujourd'hui. Et ce groupe-là est prêt à sacrifier en Iran la sécurité économique de la population et d'avoir un effondrement économique parce qu'il pense que c'est nécessaire pour maintenir la sécurité et la révolution islamique, l'héritage de Khomeini. Donc si vous voulez, on est dans une situation de blocage. Mais aux États-Unis, le principal décideur, c'est le président, parce que John Bolton a été viré, etc. Donc après, il s'entoure de gens qui le confirment dans ses politiques. Mais comme personne n'ose dire que sa politique n'est pas pertinente, c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui d'escalade et que finalement les démocrates américains, il faut le reconnaître, avaient raison de négocier avec l'Iran entre 2013 et 2015, parce qu'une politique d'escalade conduit au risque de guerre. Et Obama, même si certains l'avaient moqué en 2009, puisqu'il avait reçu le prix Nobel de la paix, a montré, je crois, dans la longue durée, qu'au moins sur cet exemple iranien, son héritage diplomatique est extrêmement positif. Donc le modèle de Trump, c'est le modèle coréen, en fait. Là. Il veut, in fine, pouvoir serrer la main du dirigeant iranien qu'il pourra avoir. Oui, pour montrer qu'il peut faire mieux que... Mais le problème, c'est que... Alors, il y a ce qu'en France, au Quai d'Orsay, on appelle le nucléaire élargi. C'est-à-dire qu'il y a 4 dossiers. Il y a la question nucléaire, avec l'Iran. Même chez Trump, il y a la question des droits de l'homme, la question balistique et la sécurité régionale. Et donc, là aussi, l'administration Obama avait choisi de traiter que du nucléaire, parce que les autres questions, notamment la question régionale, touchent à l'identité du régime en Iran. Donc là, ce n'est pas une question qu'on peut négocier. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une politique idéologique qui n'est pas basée sur la réalité de la situation dans la région et qui est soumise aussi à des influences. C'est-à-dire que les pays occidentaux ont quand même des alliés dans la région. Donc le risque, parce que j'ai dit que sur le plan militaire, l'attaque contre l'Arabie saoudite était efficace, mais sur le plan diplomatique, elle est dangereuse pour la République islamique, parce qu'elle risque de faire basculer les pays européens dans le camp de Trump. Aujourd'hui, si vous voulez, le président Macron, quand il parle de l'Iran, il ne parle plus du nucléaire et de l'accord, il parle de la sécurité régionale, parce qu'il a les mêmes alliés que les États-Unis dans la région. Donc le risque, en fait, c'est que l'administration Trump ait cette capacité à définir l'agenda stratégique international. Ce qu'elle a montré depuis l'élection de Trump, c'est que sur cette question iranienne, les États-Unis dominaient le débat. Et donc là, on le voit avec les événements de ces dernières heures, où on va avoir, à mon sens, les pays européens parler de l'Iran en tant que problème régional. Et donc, si vous voulez, ce serait un paradoxe pour la France, hein, qui a eu cette obsession nucléaire vis-à-vis de l'Iran, de prendre l'Iran comme un problème régional, et que l'Iran redevienne, en fait, vu à travers le prisme régional. Et ça serait un effet de la politique de Trump aussi. Tu veux dire qu'on va mettre Biarritz au passé, quoi? Non, je pense que Biarritz, malheureusement, c'est de la communication. C'est-à-dire que le président français peut montrer qu'il a une forme d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, mais en même temps, la France ne peut pas, sur le plan économique, affirmer sa souveraineté. Ou elle peut le faire, mais ça a un coût dans la relation avec les États-Unis. Et c'est un coût que les grandes entreprises ne sont pas prêtes à payer. Donc, c'est lié, si vous voulez, à la capacité de la France, la réussite de la médiation française, à changer la politique américaine.
Et donc, si vous voulez, la condition sine qua non à cette réussite est que M. Macron puisse changer la politique de M. Trump. Vaste programme. Voilà. Merci beaucoup, Clément, pour cet ajout important. La parole est à vous. Comme le savent les habitués, il faut attendre le micro, non pas par obsession de l'ordre, mais parce que sinon, la question ne sera pas enregistrée dans la vidéo, donc on ne comprendra pas la réponse qui lui sera donnée. Régis. Régis Hugeux, là, devant. Vincent, pardon. Oui. Pourquoi Régis? Mes excuses. Merci beaucoup pour ce prologue éclairant. Au regard justement de votre expertise sur les pratiques iraniennes, quel est, à votre sens, le scénario le plus probable quant à l'origine des tirs du 14 septembre? Est-ce que vous tendez à favoriser l'hypothèse relativement classique dans la tactique iranienne de confier ce genre de tâches à des proxies, à des obligés régionaux, yéménites ou pas d'ailleurs? Quel est, à votre sens, dans la forme de cohérence que revêt la stratégie de résistance maximale iranienne, quel est le modus operandi le plus hautement probable? Merci beaucoup. Une question après l'autre ou plusieurs? Une question après l'autre. C'est le choix de Clément. Vas-y. Vincent, merci beaucoup pour votre question. Je dirais que la relation entre les proxys et l'Iran est beaucoup plus complexe que ce qu'on attend d'habitude. D'abord, il y a une demande pour la République islamique d'Iran dans certaines régions du Moyen-Orient. Donc au Yémen, du fait de la guerre, du fait de la situation, il y a des liens certes anciens entre les Houthis et l'Iran, des liens religieux en termes d'éducation, de circulation, de réseaux transnationaux, mais ce ne sont pas des liens militaires. C'est d'abord, il faut le reconnaître, une demande vis-à-vis de l'idéologie de l'ayatollah Khomeini. Les slogans des Houthis sont très proches des slogans de la République islamique. Et donc, ce n'est pas forcément l'Iran qui va demander à intervenir au Yémen. C'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une demande à l'intérieur du Yémen pour une présence iranienne. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions, si vous voulez, sur les analyses, à partir de l'analyse des réseaux transnationaux, sur comment a été conduite une opération militaire? Là, je pense qu'il faut demander à des militaires. Ce n'est pas le travail du chercheur, ça, c'est le travail des armées. Parce que si on ne connaît pas la chose militaire, je pense que c'est très difficile d'en tirer des conséquences. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne remet en cause le fait que cette attaque, à court terme en tout cas, comme je l'ai dit, est un message envoyé par l'Iran à la région. Après, est-ce que c'est par le biais d'un intermédiaire? Ça, à mon avis, les historiens pourront le dire, mais dans longtemps. Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'archives dans beaucoup de pays qui soient ouvertes pour qu'on puisse tirer au clair exactement les leçons de cette crise qui est en cours. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'Iran avait annoncé que s'il ne pouvait pas exporter son pétrole, le trafic serait perturbé, que les pays concurrents dans le domaine de l'énergie de l'Iran ne bénéficieraient pas pour une longue période de l'embargo américain. Si j'ai bien compris quand même, Clément, les autorités iraniennes n'ont pas revendiqué l'attaque, c'est clair, mais la manière d'en parler était très ambiguë. Non, ils saluent l'attaque. Ils saluent l'attaque des Houthis, ils le mettent dans le contexte de la guerre du Yémen. Voilà. Mais ça, ils l'inscrivent dans le discours iranien qui est très ancien de l'ayatollah Khomeini, ce qu'il appelait l'islam américain. Parce que pour eux, la guerre du Yémen confirme les visions de l'ayatollah Khomeini. Et c'est l'alliance, si vous voulez, entre les complexes militaro-industriels occidentaux et la pétromonarchie saoudienne. Donc cette guerre du Yémen est le produit de cette rencontre. Et donc c'est un élément de soft power pour l'Iran. D'ailleurs, le président Rouhani, quand il a commenté cette attaque, il a mentionné que contrairement à ce que font les Saoudiens au Yémen, il n'y avait pas de marché qui avait été visé, aucun hôpitaux, que l'attaque n'avait pas fait de mort. Donc il a présenté l'attaque sous un jour très favorable. Donc évidemment que les pays européens ont fini par admettre les analyses américaines. Mais c'est vrai que comme les Américains ont un problème de crédibilité au niveau des preuves dans la région depuis 2003,
l'Iran peut nier son implication en mettant en doute les sources américaines. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, parce qu'on n'a pas les éléments aujourd'hui pour juger en fait avec certitude. Bien sûr. Voilà. D'autres questions Bonjour. Merci Bonjour. pour votre exposé. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai deux axes en fait de questions. Tout simplement, la première, vous dites que c'est en partie la politique du président Trump qui a contribué un peu à l'arrivée à cette tension-là. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y a aussi un historique, en sachant que le fait de la déstabilisation d'un pays comme l'Irak, avec une communauté chiite assez importante qui est devenue plus puissante qu'elle n'était sous l'époque de Saddam Hussein, ou pareil, une communauté chiite qui est présente également en Syrie, a fait en sorte que donc, les chiites et les réseaux chiites ont été plus importants. Et donc, du coup, il y a une influence qui a été plus importante, qui a contribué à l'augmentation des tensions. Et que donc, en fait, l'administration Obama et les administrations précédentes et Bush ont également contribué à la déstabilisation de la région et à l'augmentation des tensions. Ça concernant un peu le côté un peu américain. Et concernant le côté un peu iranien, j'allais dire, je vais me faire un peu, parce que j'ai peut-être pas votre niveau d'expertise et tout, on part d'un principe établi depuis le début que c'est l'Iran qui est derrière, qui a soutenu les Houthis. Mais quand on lit certains rapports, on ne sait pas exactement d'où viennent les drones, s'ils viennent du nord ou du sud. Et qu'on sait très bien que ça a été immédiat, que le rapprochement entre les Houthis et les Iraniens a été fait immédiatement. Connaissant le sens de la diplomatie iranienne, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il n'y a peut-être pas d'autres pays dans la région qui ont également des technologies du drone qui peuvent être impliqués dans ces attaques-là, qui avaient un intérêt à mettre l'Iran au banc pour pouvoir augmenter, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Merci. Merci. Non, je pense que la théorie du complot, même si elle est très attractive, parce que c'est ce qu'on ne sait pas. Donc, bien sûr que si on se base sur ce qu'on ne sait pas pour faire une analyse, on peut arriver à toute forme de conclusion, c'est sûr. Mais sur l'administration, les administrations précédentes, je dirais oui, que c'est d'abord, il y a d'abord la révolution iranienne qui a une ambition mondiale. Hein. Donc, ce n'est pas une ambition dans les frontières de l'Iran historique. Donc, évidemment, que le premier événement, c'est la révolution islamique de 79. Qui fait ce qu'on appelle le surgissement du facteur islamique sur la scène internationale. Le deuxième événement historique, c'est la guerre Iran-Irak. Et je dis souvent que le premier proxy, c'était Saddam Hussein, qui était utilisé contre l'Iran par l'Arabie Saoudite, par l'Occident, pour répondre à ce surgissement de l'Iran sur la scène régionale et cette ambition de l'Iran d'attirer les musulmans à l'extérieur des frontières. Ensuite, vous mentionnez la guerre de 2003, mais c'est les Américains qui ont envahi l'Irak en 2003. L'Iran a simplement bénéficié de la nouvelle situation en Irak pour étendre son influence. Et en Irak, il n'y a pas d'homogénéité, si vous voulez, des réseaux iraniens ou des réseaux chiites. Il y a des groupes chiites qui sont indépendants vis-à-vis de l'Iran. Dans la région, on présuppose souvent que tout croyant chiite ou citoyen d'un pays de la région va être supporter de l'Iran et du principe du velayat efari, de la tutelle du juriste théologien. Ce n'est pas du tout une réalité. Par exemple, j'ai vécu longtemps au Bahreïn. À Bahreïn, seulement 5% des chiites de Bahreïn suivent le guide suprême iranien. Les chiites de Bahreïn sont connectés avec l'Irak, etc. Donc, si vous voulez, la réalité sociologique de la région est très différente, souvent des analyses médiatiques ou des raccourcis qu'on peut faire de loin. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut en tirer des leçons. Ça rejoint à la question précédente. Sur le plan militaire, est-ce que l'analyse des réseaux iraniens peut expliquer un mode d'action militaire? À mon avis, c'est deux questions séparées. Un peu devant. Merci. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de la diplomatie discrète d'Oman et de la Suisse. Mais qu'en est-il du Qatar? On sait que le Qatar s'est rapproché il y a quelque temps de l'Iran, ça a agacé les Saouds. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il joue un rôle déterminant dans les négociations? Voilà. Merci. Alors le Qatar, le problème, c'est qu'il y a une base militaire américaine. Donc s'il y a une guerre américaine contre l'Iran, le Qatar, la souveraineté du Qatar, à mon avis, n'est pas assez importante, assez affirmée, assez forte pour résister à un conflit militaire. Maintenant, est-ce que le Qatar a intérêt à une guerre? Non, parce qu'il est soumis à un embargo du quartet, donc des 4 pays, Égypte,
Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Donc, il est forcément enclin à avoir des relations constructives, sur le plan économique en tout cas, avec l'Iran. Mais ça ne veut pas dire que le Qatar est un acteur indépendant et qui peut avoir une politique proactive au-delà du soft power qu'on lui connaît avec les chaînes Al Jazeera, de la communication. Mais sur le plan militaire, c'est des États qui ont externalisé leur sécurité. Donc ils ne sont pas des acteurs indépendants sur le plan militaire. Je ne vois pas le Qatar prendre position. Après, le fait que le Qatar ait une influence à Washington peut jouer un rôle. Ce que je disais sur les pays de la région qui n'ont pas intérêt à une guerre. Parce que le Qatar conduit des activités de lobbying très importantes. Après, parfois, on compare le rôle du Qatar avec celui du Koweït dans la région. Il faut rappeler que le Koweït était un peu le Qatar des années 80 et que Saddam Hussein a envahi le Koweït. Donc il y a quand même toujours cette idée que peut-être l'Arabie Saoudite va envahir le Qatar. Donc il y a cette limite aussi, ce traumatisme, je pense, qui existe dans la région du Koweït, qui en 91 a été envahi. D'autres questions? Il y en a encore devant, ici, et là, et après, ici. Bonjour. Je pense que les autorités iraniennes avaient proposé il y a quelques années d'un rapprochement avec les pays du Golfe pour créer une entité économique. Et il me semble que dans les propos de M. Zarif, qui veut se rapprocher de l'Arabie Saoudite et avoir une entité régionale, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, c'est une main tendue pour éviter peut-être aller plus loin. Il y a cette question qui est à nouveau posée. Ça, c'est ma première question. Et même, comme vous venez de le dire, on ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler. Pour ce qui concerne Israël, est-ce que les nouvelles élections, le gouvernement n'est pas encore, peut-être de l'Union nationale n'est pas encore formé, mais est-ce qu'il y a aussi, on peut voir, étant donné les origines des personnes qui dirigent, je ne parle pas de centre nationaliste, je parle de l'armée nationaliste, est-ce qu'il y aura une conséquence sur l'évolution des situations en Iran? C'est trop tôt, mais quand même, on a une vague idée. Enfin, moi... L'Iran a proposé en 2013 une coalition qui s'appelait la Vague Wave. Et là... cette fois, c'est la coalition de l'espoir qui propose. Mais le problème, ce n'est pas les propositions de l'Iran, le discours de Zarif sur gagnant-gagnant, etc. Le problème, c'est que vu du côté arabe, cette situation, ces propositions n'émanent pas des gardiens de la révolution ou du guide suprême, donc elles ne sont pas considérées. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent discuter avec Rassem Soleimani, ils veulent discuter avec l'ayatollah Khamenei. Ils disent qu'ils ne veulent pas négocier avec le président ou le ministre, qui ne sont pas des décideurs majeurs dans le système iranien. Non, qui ne sont même pas des décideurs, tout simplement, qui eux-mêmes doivent, après, avoir leurs idées approuvées en interne. Donc ils veulent discuter directement. Parce qu'il y a aussi cette idée, donc j'ai parlé du moment de la révolution, du fait que le guide a une relation en tant que leader religieux avec les croyants chiites de la région, avec certains en tout cas, notamment au Liban. Et donc cette double nature de la fonction du guide suprême, religieuse et politique, pose un problème pour la souveraineté des autres États de la région. Est-ce que le guide suprême considère un chiite libanais, membre du Hezbollah, comme un citoyen libanais ou comme quelqu'un qui suit sa guidance religieuse? Donc là, il y a un problème, si vous voulez, pour les États de la région de positionnement, même s'il est exagéré. Parce que j'ai mentionné le cas de Bahreïn où seulement 5% des chiites, parce qu'ils peuvent choisir leur ayatollah, suivent Khamenei. Donc en Arabie Saoudite aussi, la majorité des chiites vont en pèlerinage en Irak, pas en Iran. Donc la même chose pour les chiites bahreïnis. Si on étudie les pèlerinages, les liens sont plus forts. Avec les Luciens du schisme, la majorité sont en Irak. Mais du coup, il y a cette question de l'autre côté. Et donc, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas une assurance du point de vue de ceux qui dirigent les réseaux transnationaux de l'Iran, ou qui ont une influence en tout cas, vis-à-vis des pays voisins sur le respect de leur souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires internes de ces pays. Parce que l'Iran a un double discours, si vous voulez. L'Iran a un discours sur l'accord sur le nucléaire, de respect du droit international, de l'application vraiment très spécifique des articles de l'accord sur le nucléaire. Quand ils ont réduit leurs engagements, ils ont même mentionné les articles particuliers de l'accord. Donc ils sont très pointilleux sur le plan juridique.
sur le traité de non-prolifération, sur l'accord de 2015. Mais quand il s'agit, par exemple, du rôle du Conseil de sécurité, des résolutions des Nations Unies, là, l'Iran nie la légitimité. Donc on passe d'un discours sur la légalité à un discours sur la légitimité. Et le président Ahmadinejad disait que les résolutions du Conseil de sécurité, qui en droit international sont contraignantes, n'existent pas, sont un morceau de papier qu'on peut jeter. Alors que c'est et pareil, alors c'est le traumatisme de la guerre Iran-Irak, parce que le Conseil de sécurité n'a pas condamné l'invasion de Saddam Hussein. Donc il y a des raisons historiques qui expliquent cette défiance iranienne vis-à-vis du droit international. Mais si vous voulez, la crédibilité de l'Iran sur le plan juridique est très faible, parce qu'on ne peut pas d'un côté évoquer la Cour internationale de justice quand il s'agit des sanctions américaines et justifier une prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en violation des conventions de Vienne. Si vous voulez, donc chacun a ses contradictions sur le respect du droit international. Et donc, même si chaque expérience historique peut justifier ou constituer, si vous voulez, un réservoir de justificatifs internes, sur le plan de la crédibilité internationale, il y a un double discours très clair qui apparaît à la fois sur la scène régionale et sur la scène internationale aux Nations Unies. Sur Israël, je vous incite à beaucoup de prudence. Le seul objet de ces élections du 17 septembre, comme de celles du 9 avril, c'était de savoir si, pour parler vulgairement, Benjamin Netanyahou allait sauter ou non. C'est-à-dire sauter en perdant son poste de Premier ministre, et sauter, c'est-à-dire se retrouver devant, sur les bancs du tribunal. Et on ne le sait toujours pas à l'heure où nous parlons. C'est-à-dire on sait qu'il y a un accord pour faire un gouvernement d'union nationale, la belle affaire, tout le monde le savait depuis le début, mais on ne sait pas qui va diriger ce gouvernement d'union nationale. On parle même d'une réédition de le système de la rotation qu'avaient inventé Yitzhak Shamir et Shimon Peres, où Shamir avait été Premier ministre 2 ans, Pérez avait été Premier ministre 2 ans et ensuite Shamir 2 ans. Alors qu'est-ce qu'il advient à ce moment-là du procès de Netanyahou s'il y a ce système? Bref, le mieux c'est d'attendre, en tout cas sagement, les résultats effectifs des négociations en cours. La seule chose nouvelle, j'en profite pour le dire, c'est très intéressant dans l'histoire de l'État d'Israël, c'est que les partis de la liste unie, sauf un, donc les partis unis de la liste unie, sauf celui qui est désuni, ont pris position pour que Benny Gantz, qui n'est vraiment pas un pacifiste, un homme de gauche, etc., mais pour qu'il soit Premier ministre. Donc ça en dit long sur la force de la tentative de jeter Netanyahou. Sinon, ces partis arabes n'iraient pas se mouvoir dans ces eaux troubles, quoi. Une question quand même, parce qu'on en a un peu parlé. Quid de Mohamed Ben Salman dans cette affaire? Parce que quand même, ce garçon n'a visiblement pas de chance. Il fait un embargo sur le Qatar, ça ne marche pas. Il fait enlever Hariri Junior, évidemment, ça ne marche pas. Il fait la guerre au Yémen, c'est une catastrophe. La seule chose qui marche, c'est la scie avec Khashoggi, mais c'est quand même pas très joyeux et très bon. Et maintenant, il y a cette attaque qui réduit de moitié la production saoudienne de pétrole, c'est quand même pas rien. On a quand même l'impression que s'il y a une vraie victime de toute cette affaire, c'est d'abord lui. Plus que Trump. Je pense qu'au niveau de la capacité militaire à répondre aux défis lancés par l'Iran ou ses alliés, on saura prochainement. Je pense que clairement, le choix d'envahir le Yémen, c'était son idée, donc a été un désastre, à la fois pour lui-même, pour l'Arabie saoudite, pour la population, parce que cette guerre coûte très cher, mais aussi pour les pays occidentaux qui sont alliés. Parce que une chose est sûre, c'est que ça n'a pas changé les relations des pays occidentaux avec l'Arabie saoudite. Que ce soit l'affaire Hariri, si je reprends à chaque fois les événements que tu as mentionnés, aucun n'a entraîné une modification de la diplomatie française vis-à-vis de l'Arabie saoudite, de la diplomatie américaine vis-à-vis de l'Arabie saoudite, de la diplomatie italienne vis-à-vis ou espagnole. Je pourrais continuer avec l'ensemble des pays occidentaux qui ont des relations commerciales avec l'Arabie saoudite. Donc je pense que du point de vue saoudien, et notamment, et là on va venir sur la question des droits de l'homme, il y a une intolérance même, je dirais, vis-à-vis des critiques
qui sont faits en Occident sur la situation régionale, parce que les discours ne correspondent pas avec les actes. Et c'est là où l'Occident, en fait, doit être très prudent quand il juge les dirigeants de l'Arabie saoudite, parce que je pense que dans la région, malheureusement, du fait du rapport économique qui nous est certainement très défavorable, et de la dépendance de nos industries vis-à-vis de ces pays, je pense qu'on n'apparaît pas vraiment comme des forces morales ou des puissances qui favorisent, si vous voulez, la paix dans la pratique et non pas dans les discours. Dans la pratique, disons, de nos relations économiques dans la région et notamment la question des ventes d'armes. Donc je pense que le fait qu'on vende des armes à l'Arabie saoudite dans un contexte de guerre crée un sentiment d'impunité. Et c'est le problème, en fait, d'avoir un contrôle civil aussi sur les diplomaties et sur la définition des intérêts d'un pays. Et c'est pour ça que le président Macron a parlé de l'État profond sur la Russie. Mais on pourrait parler de l'État profond sur l'ensemble des dossiers. Merci beaucoup. J'aimerais savoir votre éclairage quant à la position ou le rôle que peut jouer la Russie, qui a été très prompte à se poser en médiateur depuis le levier syrien en 2015. Et pour l'anecdote, Vladimir Poutine, quelques jours après l'attaque lors du sommet à Ankara, a gentiment proposé à l'Arabie saoudite d'avoir une position fraternelle en citant le Coran avec ses coreligionnaires, tout en l'invitant à se doter de S-300 et 400 au cas où. Mais donc, j'aimerais savoir, d'un point de vue un peu plus général, la position que peut avoir la Russie. Je dirais que la Russie a des relations économiques limitées. Là, je viens de parler de l'essentiel, en fait, entre l'Occident et les pétromonarchies, c'est-à-dire les ventes d'armes, les achats de pétrole, et les relations qui vont au-delà de la conjoncture, des événements, des incidents ou des guerres même qui peuvent avoir lieu dans la région. Donc des relations qui résistent à l'épreuve du temps, finalement. C'est des véritables alliés. Alors pour la Russie, c'est très différent. La situation, c'est le fait d'avoir justement, alors, du côté des pays du Golfe, des relations économiques certes qui augmentent, mais qui sont encore balbutiantes, d'avoir une liberté de manœuvre et de parole. C'est-à-dire que la dépendance de l'Arabie saoudite vis-à-vis de la Russie est très faible. Et même l'idée qu'avait Moscou d'attirer les investissements saoudiens, ou l'idée de l'Arabie saoudite d'investir dans la Russie pour faire changer la Russie de position en Syrie ne fonctionne pas. Parce que la Russie est le centre du jeu. C'est-à-dire toutes les conférences de médiation avec Alain Grèche, on a participé à l'anniversaire de l'Institut d'études orientales de Moscou à l'automne dernier. Il y avait des conférences sur tous les sujets de médiation. Le Yémen, Israël-Palestine, la Syrie, l'Irak. Parce que la Russie peut inviter tous les acteurs. Donc, en termes de forum diplomatique, c'est un des rares pays qui est capable de réunir l'ensemble des pays de la région autour d'une même table dans sa capitale. Donc ça, c'est une force qui est majeure. Mais après, il y a un débat. Alors le débat, il porte sur est-ce que, et ça c'est ce que me disent mes amis au Quai d'Orsay, est-ce que la Russie veut geler les conflits dans la région, comme elle l'a fait dans l'ancien espace soviétique, mais sans résoudre les crises politiquement. Parce que c'est vrai que la Russie a une expertise dans le gel de conflits qui est différent d'une résolution. Ou alors, est-ce que la complexité des conflits et l'incapacité des acteurs locaux à s'entendre fait que le gel est la seule solution? Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que, de toute façon, la Russie n'est pas capable de jouer un rôle positif et que cette capacité à parler à tout le monde, qui a l'air de plaire aussi au président Macron, n'est juste qu'un côté superficiel, si vous voulez, de la présence russe qui serait surévaluée. Après, je pense que ce qui plaît en Russie, du point de vue des pays de la région, c'est la continuité. Il n'y a pas d'alternance comme il y a entre le président Obama et le président Trump. Il n'y a pas de changement politique brusque. Il y a une forme de continuité du fait que c'est un régime autoritaire. Ensuite, il y a un autre des atouts de la Russie, c'est la connaissance. C'est-à-dire souvent, les conseillers du président ne sont pas des énarques, ce sont des experts régionaux. De longue date, qui connaissent les pays, qui ont vécu longtemps dans les pays, qui parlent la langue des pays de la région. Donc là, je pense qu'il y a un avantage. Et aussi, il faut le dire, il y a eu une meilleure analyse de la situation, des rapports de force.
Parce que parfois, en Occident, comme on est pris entre des intérêts industriels ou militaires et puis des idéaux de droits de l'homme, on a des contradictions. La Russie a une forme de cohérence, si vous voulez. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de discours sur les valeurs des droits de l'homme, il y a les valeurs religieuses. Le dialogue des civilisations, ça c'est mis en avant avec l'Iran, par exemple. Mais donc chaque pays va pouvoir trouver son compte, que ce soit Israël, l'Iran. Tout le monde investit dans la Russie. Et ça, c'est vrai que c'était inespéré, je pense, c'est que ce retour de la Russie, mais il se fait avec un jeu très faible en termes de possibilités, parce qu'il n'y a pas non plus de relations économiques qui sont très fortes. Je veux dire, on parle du retour de la Russie, c'est surtout pour le Levant. Dans la péninsule arabique, l'Occident garde une forme de monopole, si vous voulez, sur l'Arabie Saoudite, les Émirats. La Russie est un acteur marginal dans cette zone encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie russe est interrogée, est utilisée par les pays de la région comme support, comme médiation, etc. Il y a une demande aussi là de Russie. Juste une chose, notre ami a parlé des missiles russes dont Poutine a fait l'offre des S-400. C'est une bizarrerie de cette crise dont on ne parle pas, je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce possible que l'Arabie saoudite, qui possède énormément de patriotes ou d'équivalents des patriotes, qui lui ont été vendus par les États-Unis, n'en ait pas placé dans ses principales installations pétrolières? C'était pas quand même une surprise complète que d'avoir un jour un missile qui tombe, je veux dire, des missiles qui tombent. Bon, déjà, il y a C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de mesures de précaution. Déjà, les États-Unis poussent, par intérêt commercial d'abord, il faut quand même dire les choses comme elles sont, un réseau régional de protection antimissile, de système antimissile, mais pas au niveau d'un pays de la région. Parce que le problème, c'est que comme il y a cette crise avec le Qatar, qu'il y a toutes ces divisions au sein de conseil de coopération du Golfe, il n'y a pas de protection au niveau, à l'échelle des pays du Golfe dans leur ensemble. Et donc ça, c'est les entreprises de missiles américaines ont proposé à plusieurs reprises, moyennant finance évidemment, de développer un système antimissile à l'échelle régionale. Donc là, je pense qu'ils ont un argument commercial supplémentaire. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que le voir comme un échec. Je pense que c'est une opportunité commerciale pour les entreprises américaines parce que le sentiment, si vous voulez, de vulnérabilité après cette attaque va être exacerbé. Donc en général, pour compenser le sentiment de vulnérabilité, il risque d'avoir un investissement massif. Et donc le déploiement américain, à mon sens, s'inscrit dans pour rassurer. C'est le principe de réassurance après le... Mais c'est l'effet de surprise. Encore une fois, j'ai mentionné qu'on attendait une réponse de l'Iran ou de ses alliés plutôt dans les petites pétromonarchies. On n'attendait pas cette réponse à cet endroit-là. Donc il ne faut pas négliger cet effet de surprise. Après, ce que j'ai lu, c'est que les protections sont surtout contre les terroristes d'Al-Qaïda. Il y a aussi des menaces locales qui ont été privilégiées. Et je ne pense pas qu'à long terme, il y ait une confrontation, une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, en dépit des discours, je pense qu'il y avait, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, une forme de paix froide, si vous voulez, dans la région. Donc, il n'y avait pas non plus eu d'événements sécuritaires. La menace était Al-Qaïda ou les groupes djihadistes locaux. D'autres questions? Ici, là-bas. Merci. De la guerre, l'obsession de la guerre de MBS, la guerre à l'Iran, est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario que lors de la première guerre du Golfe, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït et menacé l'Arabie saoudite? On sait qu'à l'époque, l'Arabie saoudite disposait d'un arsenal considérable d'armes. J'ai lu dans la presse qu'il y a des caisses d'armement qui n'ont pas été ouvertes depuis des dizaines d'années et qui pourrissaient dans le désert. Et les Saoudiens ont réussi à se payer une guerre par procuration. Et les Koweïtiens aussi. Et en 90 ou un an après, les Américains ont touché deux chèques. Un de
du roi d'Arabie, je ne sais plus si c'est 100 milliards de dollars, et un autre chèque de Cheikh, ça n'a rien à voir, Cheikh du Koweït à l'époque, Al-Sabah. Est-ce qu'actuellement on n'est pas en train, MBS, de négocier un devis pour une deuxième guerre, mais cette fois-ci contre l'Iran, par procuration, c'est-à-dire que les troupes américaines font la guerre et lui, MBS, paye la guerre parce qu'il est incapable. Vous avez, Dominique, parlé de l'impossibilité. Enfin, c'est vrai, vous avez raison de vous poser la question que les Saoudiens n'ont pas pu se défendre contre ces missiles, mais ils ne savent pas utiliser leur armement. Et quand ils l'utilisent, c'est par des personnes, des mercenaires. C'est tout. Alors là, c'est surtout une guerre par procuration. Que penses-tu de ce scénario catastrophe? Non, je pense que ce que j'ai entendu ces dernières années dans la région, c'est que Israël voudrait que l'Arabie saoudite fasse la guerre à sa place contre l'Iran. Les Saoudiens voudraient qu'Israël fasse la guerre contre l'Iran à sa place, mais qu'en fait, personne ne veut faire la guerre à la place de l'autre. C'est ce que j'ai compris, qu'il y a un jeu comme ça d'entente. C'est pour ça que ce rapprochement avait de fortes limites. C'est-à-dire que personne, malgré la surenchère rhétorique, n'était prêt à attaquer un pays comme l'Iran. Donc, c'était une des limites, si vous voulez, de ce qu'on a appelé la coalition anti-iranienne ou le nouveau projet américain. Et c'est plutôt, je dirais, le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'administration Trump souhaite que l'Arabie saoudite paye à la fois pour la présence des troupes, et c'est ce qui crée un mécontentement, hein, parce qu'on parle souvent de la lune de miel entre l'administration Trump et l'Arabie saoudite, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'Arabie saoudite a l'impression de déjà payer pour sa sécurité, d'acheter déjà beaucoup d'armes, d'être un bon client de l'industrie américaine, et le fait que Trump demande en plus de payer pour le stationnement des troupes est très mal perçu localement. Donc c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'avec l'administration Trump, on est plutôt dans cette stratégie qu'Obama avait définie. Et là, il y a une forme de continuité. On disait dirigée par l'arrière. Donc là, Trump, comme son mandat vis-à-vis de la population américaine, qui doit quand même se prononcer sur son futur, et qui est quand même le principal élément dans sa prise de décision, on en a parlé avec Dominique, il ne peut pas se permettre de faire une guerre pour l'Arabie saoudite. Parce qu'on a parlé certes de l'image de l'Iran en Occident, qui n'est pas très positive, avec toutes ces catégories d'États qui sont données à la République islamique. Mais l'image de l'Arabie saoudite auprès des opinions publiques occidentales fait aussi qu'une guerre dans une période d'élection est invendable. Donc c'est pour ça que le choix de la cible par l'Iran ou ses alliés sont imprudents, sur le plan de la communication, est aussi assez intéressant. Donc si je te suis pour schématiser en faisant une comparaison cinématographique, tous ces gens ressemblent plus à Aldo Maccione qu'à Stallone. C'est ça. Surtout, je pense qu'il n'y a pas de capacité à faire la guerre. Il n'y a pas de troupes au sol. Même l'Arabie saoudite au Yémen va embaucher des mercenaires, etc. Donc il n'y a pas non plus de réservoir. Même les Émirats arabes unis n'ont pas une population locale qui est assez importante. Donc il y a la question démographique, il y a la question des expatriés, quand on fait la guerre déjà par procuration, du simple fait qu'on n'a pas de soldats qui sont de la nationalité du pays. Même il y a cette question dans les pays du Golfe qui est très intéressante sur la composition des forces de police. Même la police locale n'est pas forcément composée de nationaux. Donc l'externalisation de la sécurité va tellement loin que le mirage que mentionnait dans ce grand manière de voir que Dominique a dirigé et que je vous invite à lire, est intéressant, est une réalité. Le mirage est quand même, c'est des États fragiles, c'est ça que je veux dire. Et cette fragilité des États du Golfe, en dépit des dépenses qui sont importantes, sont liées à la nature du modèle. Une ou deux dernières questions. Ici, il y avait une question. Ah, voilà. Et ensuite, là. Il faut que tu appelles, parce que... Oui. Il faut appeler le micro, sinon... Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut penser du fait que, selon les informations de France Culture ce matin, hier, à l'ONU, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont pris la peine de faire une déclaration commune imputant officiellement les attentats du 14 septembre à l'Iran. C'était prévisible. C'est-à-dire que, de toute façon, les pays européens ont les mêmes alliés que les États-Unis dans la région. Et le fait d'avoir eu, au moment où le président Obama l'a souhaité, des relations commerciales avec l'Iran, n'a jamais transformé cette relation économique avec l'Iran en stratégie diplomatique dans la région. Donc l'administration Trump a montré
qu'elle avait la capacité à donner la définition de l'agenda stratégique occidental. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat ici en Europe entre ce qu'on appelle les occidentalistes, ceux qui pensent qu'il y a un Occident en commun, et ce qu'on appelle les gaulo-mitterrandiens, qui pensent que l'Occident n'est pas un et qu'il peut y avoir deux pôles à l'intérieur du même groupe. Mais le problème de ce discours d'indépendance, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté économique. Donc on ne peut pas mettre en place une diplomatie qui s'appuie, si vous voulez, sur une capacité à récompenser, à agir. C'est simplement discursif. C'est pour ça que je disais, ce que font les Européens, c'est beaucoup de communication. Parce que la capacité à agir sur le plan économique n'est pas là. Et c'est là une des limites, si vous voulez, qu'il y a. Et comme je l'ai dit, ces pays de la région sont aussi des clients. Donc on ne peut pas, face à un allié militaire qu'est l'Arabie Saoudite, ne pas prendre cette position. C'est impossible. Laurent ? Bonjour, merci pour votre exposé. Alors j'aurais deux petites questions. La première, bon, vous avez partiellement répondu avec la marge de manœuvre étroite de Macron, mais est-ce que, bon, après le discours très célèbre dont on pouvait être fier de Villepin à l'ONU en 2003, depuis 2005, il y a un alignement quasiment complet de la politique française sur l'axe américano-israélien. Est-ce que vous pouvez dire que même si la marge de manœuvre est étroite avec Macron, c'est un peu différent, où on est dans la suite de Sarkozy-Hollande? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous croyez que vraiment le nucléaire israélien est complètement sorti des radars, jamais il sera sur la table, ou il y a peut-être un espoir que quand même il apparaisse, le dossier du nucléaire israélien apparaisse dans la région où vraiment là, il faut faire l'impasse dessus, et ce qui est quand même assez effarant. Voilà. Alors sur la diplomatie française, je dirais c'est le changement dans la continuité. Pourquoi ? Parce que les intérêts sont les mêmes. Au-delà des discours, des postures et de la présentation de la politique, je veux dire, tout au long de cette période, les relations commerciales ou les intérêts commerciaux de la France dans la région ont fait preuve d'une certaine continuité, si ce n'est le fait qu'Obama a demandé aux Européens, avant 2015, de jouer un rôle économique en Iran et de récompenser l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Mais ce n'est pas du tout un rôle de la France ou du Quai d'Orsay. Il n'y a pas eu de... C'est le président américain qui a demandé à la France de changer de position. Et la France a changé de position. Mais c'est présenté souvent comme l'Europe qui aurait été précurseur, qui aurait été visionnaire. Alors c'est lié au fait qu'à l'époque de Villepin, et ça c'est vrai, en 2003-2005, il y avait une initiative européenne. Mais il faut savoir, c'est pour ça que j'étais très pessimiste sur la médiation française, c'est basé sur l'histoire. Simplement, j'ai reçu dans ma classe à Sciences Po l'ancien négociateur français Stanislas de la Boulaye, et qui nous a confirmé, à mes étudiants et à moi, que John Bolton avait fait capoter déjà à l'époque, en 2005, cette initiative européenne de la Troïka. Donc sans soutien américain, il n'y a pas de diplomatie autonome des Européens vis-à-vis de la question nucléaire iranienne. C'est un fait historique. Et donc après, est-ce qu'il y a des évolutions avec le président Macron ? Apparemment, à l'Élysée, oui, il y a une évolution. Après, est-ce que comme dans le cas de la Russie, l'État profond essaye d'infléchir cette évolution du président Macron ? C'est une question qui reste ouverte. Une dernière question, s'il y en a une. Oui. Le nucléaire israélien. Je te laisse répondre, Dominique. C'est évident que du jour où serait posée la question du nucléaire dans la région, sous la forme de dénucléariser le Proche et Moyen-Orient, évidemment que le nucléaire israélien ne pourrait pas se cacher sous le tapis. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'initiative qui s'appelle dénucléariser le Proche et le Moyen-Orient. Ceux qui suivent ici se rappellent qu'il y a eu un projet de conférence à Helsinki qui avait ce titre-là, dénucléariser le Proche et le Moyen-Orient. Mais elle n'a même pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concrétisation de ce projet. C'est toujours le problème, c'est-à-dire quand on découpe en tranches une réalité comme celle du Proche et du Moyen-Orient, on peut évidemment mettre ce qu'on veut sous le tapis. Si on aborde ces questions globalement,
ça permet, en tout cas dans la démarche, de mettre tout, non pas sous le tapis, mais sur la table. On n'y est pas, hein, visiblement. Dernière question, oui? Non, la dernière. Oui, l'époque est à l'Uchronie, même les historiens s'y mettent. Alors ma question, c'est si les Iraniens avaient répondu à l'offre d'Obama d'ouvrir des relations et d'avoir des relations, disons, normalisées avec les États-Unis, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Et oui, alors ça, je vais répondre en prenant l'exemple du discours des conservateurs iraniens. Parce qu'on a dit que, dans la conférence, que c'était eux qui bloquaient la rencontre avec le président Trump. Oui, ils ont agi comme une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en disant que l'animosité entre l'Iran et les États-Unis est structurelle, que le fait que le président américain ne change que, ce qu'un vice-ministre iranien a dit la semaine dernière, ne change que la manière de gérer l'hostilité. C'est-à-dire que parfois, comme pendant la guerre froide, il y a des périodes de détente et parfois d'escalade. Cette vision, en fait, d'une hostilité structurelle, institutionnelle, et qui dépasse, en fait, la conjoncture politique du moment, a été comme une prophétie autorisatrice, parce que le régime des sanctions primaires est resté en place. Les questions, donc les 3 autres dossiers, droits de l'homme, sécurité régionale et questions balistiques n'ont pas été réglées. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait négocier tout en même temps? Donc c'est-à-dire qu'après coup, le contrefactuel est intéressant, mais à ses limites, parce qu'il y avait aussi une incapacité. Ce qui est intéressant dans le cas de cet accord, c'est l'énergie qui a été dépensée pour le signer. Le nombre de voyages, de rencontres, à la fois des secrétaires d'État, des ministres, des deux côtés, des négociations de 5 pays plus 6 pays. Tout ça, quand même, a pu être éliminé en quelques secondes par un président. Donc, évidemment qu'il y avait une grande fragilité, mais le Congrès américain n'aurait pas validé. Donc, il y a aussi le problème du côté américain. C'est, à mon avis, la question de la prise d'otages, que j'ai mentionnée très brièvement. Mais l'Iran et les États-Unis n'ont pas tourné la page de cette attaque contre l'ambassade des États-Unis en Iran. Et la différence avec la Corée du Nord, c'est que l'anti-américanisme fait partie de l'identité du régime en Iran. Et que renoncer à ça, pour le guide, c'est très difficile. Donc, parce que c'est un moyen de mobiliser les troupes en interne. Et donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de la légitimité révolutionnaire et de la légitimité populaire, une partie de la légitimité révolutionnaire est construite dans l'opposition aux États-Unis. Donc, cela montre en fait qu'il n'y a pas eu de thermidor dans la révolution iranienne. Merci beaucoup, Clément.